Bonsoir à tous. Il existe des lieux où le temps semble s'être figé. Des endroits où l'histoire a laissé une empreinte si profonde qu'elle en devient palpable. Des châteaux dont les murs murmurent encore les secrets du passé. Des forêts où la nature dissimule des mystères insondables. Et des montagnes où l'invisible côtoie le quotidien. Ces lieux chargés d'histoires terrifiantes et de phénomènes inexpliqués défient notre compréhension et alimentent nos légendes depuis des siècles. Ce soir, je vous emmène au cœur des récits qui vous feront frissonner l'âme. Bienvenue dans l'inconnu. C'est parti. Au cœur de l'Anjou, le château de Brissac, aussi surnommé le géant du Val-de-Loire, s'élève majestueusement, avec ses 7 étages et ses innombrables chambres. Pourtant, derrière cette magnificence se cache une histoire qui fait frissonner même les plus sceptiques. L'origine de cette hantise remonte au XVe siècle, lorsque Charlotte de Valois, épouse de Jacques de Brézé, fut assassinée dans une des chambres du château. Surprise en flagrant délit d'adultère, elle fut poignardée par son mari. Depuis lors, Charlotte, surnommée la Dame Verte, hante les lieux. De nombreux visiteurs et propriétaires successifs ont rapporté des phénomènes troublants. On parle de gémissements étouffés, résonnant dans les couloirs, de portes qui s'ouvrent et se ferment brusquement, et surtout de l'apparition d'une femme vêtue de vert, errant dans les chambres. Un couple qui séjourna au château en 2016 décrivit une expérience glaçante. En pleine nuit, des pas lourds résonnèrent au plafond, bien qu'ils dormaient au dernier étage. Lorsqu'ils sortirent dans le couloir pour vérifier, ils furent frappés par un froid glacial et un murmure répétant « Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?» Plusieurs chasseurs de fantômes ont mené des enquêtes sur place. Une équipe, en 2013, capta des voix désincarnées et des fluctuations énergétiques intenses dans la chambre où Charlotte avait été assassinée. Les témoignages des guides et employés actuels confirment que, même de jour, certaines parties du château dégagent une atmosphère oppressante. La Dame Verte n'est pas la seule présence supposée du château. Certains affirment avoir vu des silhouettes dans la chapelle ou entendu des prières murmurées dans la nuit. Ces manifestations sont-elles des échos du passé tragique de ce château ou encore le fruit de notre imagination? La seule chose qui est certaine, c'est que quiconque visite le château de Brissac repart avec une étrange sensation, comme si une partie de son histoire s'accrochait à eux. Majestueux et imposant, le Mont Blanc n'est pas seulement connu pour être le toit de l'Europe, mais aussi pour les mystères qui l'entourent. Ce massif, apprécié des alpinistes et randonneurs, a également été le théâtre de phénomènes étranges et inexpliqués qui alimentent les légendes locales. L'un des incidents les plus troublants remonte à 1950, lorsqu'un alpiniste chevronné, Marc Delapierre, disparut en plein milieu d'une ascension par temps clair. Son équipe le vit pénétrer dans une grotte de glace pour se protéger d'un vent soudain. Mais lorsqu'ils atteignirent l'endroit quelques minutes plus tard, il n'y avait plus aucune trace de lui. La grotte était intacte et ne montrait aucun signe d'effondrement. Plusieurs expéditions furent organisées pour le retrouver, mais son corps ne fut jamais retrouvé. Un autre mystère entoure l'étrange phénomène de lumières inexpliquées observées sur le massif. De nombreux témoins, y compris des guides de montagne, ont rapporté avoir vu des orbes lumineuses bleutées flotter au-dessus des crêtes avant de disparaître soudainement. Ces lumières, surnommées les feux du Mont Blanc, sont souvent associées à des disparitions ou des accidents mystérieux. En 1996, un couple de randonneurs allemands filma ces lumières. La vidéo, bien que granuleuse, montre clairement des sphères lumineuses se déplaçant de manière erratique, défiant les explications rationnelles comme des reflets ou des drones. Des scientifiques qui étudièrent ces phénomènes avancèrent la possibilité de décharges électromagnétiques naturelles, bien qu'aucune preuve concluante n'ait été trouvée. Des témoignages plus récents racontent des sensations étranges sur les pentes du Mont Blanc.
En 2018, une randonneuse française affirma s'être sentie tirée en arrière par une force invisible alors qu'elle descendait un sentier escarpé. Des marcheurs qui passaient par là confirmèrent l'avoir vue vaciller sans raison apparente. Lorsqu'elle retrouva son équilibre, elle prétendit avoir entendu un chuchotement incompréhensible dans le vent. Les histoires liées au Mont Blanc ne s'arrêtent pas là. Certains parlent d'un vortex énergétique ou d'une faille entre dimensions qui rendrait le lieu propice à des disparitions inexpliquées. Que ce soit ces paysages à couper le souffle ou ces mystères énigmatiques, le Mont Blanc continue de fasciner et d'effrayer ceux qui s'y aventurent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo ciblée sur les histoires du Mont Blanc. Continuons. L'affaire Rennes-le-Château, entre sorcellerie et secrets royaux. Perché sur une colline dans l'Aude, le village de Rennes-le-Château est un lieu empreint de mystère, où se mêlent histoire d'or, de sorcellerie et de secrets millénaires. Mais ce qui attire les curieux du monde entier, c'est surtout le curé Béranger Saunière et son incroyable enrichissement soudain à la fin du XIXe siècle. Saunière, nommé curé en 1885, était connu pour son train de vie très modeste. Pourtant, quelques années après son arrivée, il entreprit des travaux gigantesques dans son église et construisit une villa somptueuse. D'où venait cet argent? Les rumeurs allaient bon train. Certains disaient qu'il aurait découvert un trésor, caché par les Wisigoths ou même les Templiers. D'autres parlaient d'un manuscrit prouvant la descendance royale de Jésus-Christ. Mais l'affaire prend une tournure plus étrange encore lorsque l'on évoque les activités occultes supposées de Saunière. Des témoins de l'époque rapportent qu'il passait de longues nuits dans l'église, manipulant des objets étranges et psalmodiant en latin. On dit qu'il aurait rencontré des occultistes renommés et qu'il cherchait à lever un secret interdit. L'église elle-même est un lieu énigmatique. À l'entrée, une statue de démon portant une vasque d'eau bénite accueille les visiteurs. Un choix inhabituel et troublant. Des inscriptions mystérieuses parsèment les murs et certaines fresques semblent coder un message secret. En 1955, un érudit passionné d'ésotérisme passa des années à analyser les différents symboles, affirmant qu'ils formaient un chemin vers un secret capable de bouleverser l'histoire. En 1989, une enquête menée par un historien amateur révéla que plusieurs habitants de Rennes-le-Château croyaient à l'existence d'un cercle secret qui continuerait à protéger le trésor ou les connaissances découvertes par Saunière. Certains visiteurs, eux, affirment avoir ressenti des énergies étranges en explorant les lieux. Une femme qui visita la crypte en 2001 parla d'une sensation de suffocation intense, comme si une présence invisible pesait sur elle. Les théories les plus folles continuent de circuler. Rennes-le-Château serait un portail vers une autre dimension, un point d'intersection entre forces spirituelles ou encore un lieu sacré cachant un secret capable de changer le monde. Quoi qu'il en soit, ceux qui s'y rendent repartent rarement sans se poser de nouvelles questions, captivés par l'atmosphère unique de ce lieu énigmatique. La forêt de Brocéliande, en Bretagne, n'est pas seulement un lieu de beauté naturelle. C'est aussi un carrefour où se croisent les légendes, les mystères et l'inconnu. D'un côté, elle abrite les souvenirs épiques des chevaliers de la table ronde, et de l'autre, elle cache les traces énigmatiques de disparitions qui continuent de hanter l'imaginaire collectif. Depuis des siècles, Brocéliande est le théâtre de phénomènes inexpliqués. La première mention d'une disparition remonte au Moyen Âge, où l'on parlait déjà de voyageurs perdus à jamais, enlevés par des fées ou des esprits malfaisants. La forêt, dense et labyrinthique,
semblaient avaler ceux qui osaient s'y aventurer sans le respect des anciens rituels. En 1968, 3 étudiants en botanique animés par la quête des mythiques fontaines de jouvence disparaissent à leur tour. Leur aventure se transforme en tragédie lorsque l'on retrouve leurs affaires éparpillées près du Val sans retour, un lieu lié à la légende de la fée Morgane. Les autorités sont alors restées perplexes, incapables d'expliquer comment ces jeunes gens ont disparu sans laisser la moindre trace. Le mystère se renforce à nouveau en 1995, lorsqu'une randonneuse affirme avoir vu une silhouette lumineuse et étrange surgir devant elle. Attirée par cette apparition, elle s'est laissée guider par l'étrange lumière jusqu'à un sentier caché. Un murmure imperceptible, puis une sensation d'envoûtement la pousse à s'arrêter net, glacée de peur. De nombreux randonneurs qui ont traversé certains lieux emblématiques de la forêt, comme l'Arbre d'Or ou le Miroir aux Fées, affirment avoir ressenti une altération du temps et de l'espace. C'était comme si la forêt se repliait sur elle-même. L'air était plus lourd, l'ombre plus épaisse, témoigne l'un d'eux. D'autres ont parlé de phénomènes plus inquiétants, de bruits de pas invisibles, de voix murmurées, portées par le vent. Un habitant local rapporte avoir vu une silhouette fantomatique d'une femme, vêtue de blanc, traverser la route au crépuscule. Il a pris peur et est sorti de sa voiture pour enquêter, mais la silhouette s'est volatilisée dans l'air, comme un mirage. Les scientifiques évoquent des théories de perturbations psychologiques, la fatigue, le stress, pouvant expliquer les troubles de perception dans un environnement aussi isolé. Mais pour les mystiques, la forêt de Brocéliande est bien plus qu'un simple endroit. Ils évoquent des portails vers d'autres dimensions, des portes sacrées qui seraient restées actives depuis l'époque des druides, ou encore des malédictions ancestrales visant à protéger des secrets oubliés. Continuons toujours en Bretagne, car cette dernière est une terre de brume et de légendes, un terreau fertile pour l'occultisme et les traditions anciennes. De nombreuses histoires mystérieuses sont liées à des rituels magiques pratiqués en Bretagne. Ces pratiques, parfois bénignes, parfois plus sombres, semblent avoir traversé les siècles, alimentant les légendes régionales. Des rituels sacrés, au sabbat secret, la Bretagne est un lieu où le sacré et le profane se mêlent dans une danse intemporelle. Depuis le XVIIe siècle, des histoires relatent de sabbats secrets. Ces cérémonies mystérieuses, organisées dans les clairières isolées, où des groupes d'individus se rassemblent pour invoquer des forces surnaturelles, des danses effrénées, des incantations puissantes et parfois des sacrifices d'animaux sont au cœur de ces rituels. Ces pratiques, que certains jugent malfaisantes, seraient responsables de mauvaises récoltes ou d'épidémies dévastatrices. Dans le village de Kérinet, une vieille tradition voulait que les habitants laissent du lait et du pain sur leur seuil pour apaiser les corrigans, ces lutins espiègles et malicieux, afin qu'ils ne causent pas de farce ou ne volent les enfants. Des parents, un jour, ayant omis de déposer leur offrande, affirment que leurs enfants sont tombés malades ou ont été pris de pleurs inexplicables durant la nuit. Le mystère s'épaissit également autour des pierres levées de Bretagne, comme celle de Carnac. Ces dolmens et menhirs, vestiges d'un passé lointain, étaient utilisés comme des rites de fertilité. Les couples qui cherchaient à concevoir venaient se frotter à ces pierres, espérant recevoir la bénédiction des forces surnaturelles. Mais certains monuments, comme la pierre aux fées à Pimpon, sont réputés être maudits. Une femme racontait en 2011 avoir assisté à un rituel moderne autour de cette fameuse pierre. L'ambiance étrange qui s'en dégageait, accompagnée de la silhouette spectrale qu'elle aperçut, la laissa profondément troublée. En 2003, un groupe d'adolescents réunis pour un rituel d'Halloween, dans une forêt bretonne, rapporte également des chuchotements incessants et des lumières bleues qui se sont formées en cercle autour d'eux, les encerclant comme une entité invisible. Puis, tout s'est figé, dans un silence angoissant, avant qu'ils ne prennent la fuite. Une guérisseuse locale déclare également avoir eu connaissance d'un grimoire ancien transmis dans sa famille.
il contiendrait des formules de protection pour ceux qui osent s'approcher des menhirs habités par des forces invisibles. Certains chercheurs considèrent ces rituels comme de simples manifestations culturelles, sans lien avec le surnaturel. D'autres croient fermement que les anciennes traditions druidiques n'ont jamais été complètement effacées. Selon ces derniers, la magie druidique est enracinée dans les terres bretonnes, où d'antiques énergies continuent de régner en secret. L'histoire du masque de fer est l'une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire de France. Cette figure énigmatique, un homme emprisonné sous Louis XIV, est contraint de porter un masque en fer pour dissimuler son identité, nourri des siècles de spéculation et de mystères. Mais derrière le masque, un autre secret sommeille, celui de la disparition de l'objet qui en aurait fait sa légende. Au XVIIe siècle, un homme dont l'identité demeure inconnue est enfermé dans les prisons royales sous le règne de Louis XIV. Cet homme, connu sous le nom du masque de fer, aurait passé des années dans l'ombre. Privé de toute reconnaissance, son visage dissimulé derrière un masque en fer. Plusieurs théories ont émergé, de l'hypothèse du frère jumeau du roi à celle d'un noble déchu, mais aucune n'a jamais été confirmée. En 1703, cet homme meurt en captivité, et son corps est enterré dans l'anonymat le plus complet. Ses effets personnels, notamment un masque, qu'on pensait en fer, mais qui pourrait en réalité avoir été fabriqué en velours renforcé, sont enregistrés dans les archives royales. Mais, en 1792, pendant la Révolution française, les archives qui faisaient mention du masque disparaissent mystérieusement lors du pillage de palais royaux. Des décennies plus tard, le masque lui-même semble s'être évaporé de l'histoire. Certains prétendent qu'un collectionneur privé aurait mis la main sur l'objet, mais qu'il aurait été perdu dans un incendie à Paris en 1871. D'autres affirment que le véritable masque, en fer massif, n'a jamais été trouvé et pourrait être détenu par une personne influente en secret. Un antiquaire du XIXe siècle se souvient d'avoir vu un masque qui ressemblait à celui du masque de fer exposé dans une collection privée à Londres. Quelques jours plus tard, le collectionneur fut retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses. En 1965, c'est un journaliste, enquêtant sur une copie du masque à la Bibliothèque nationale, qui s'est rendu compte que tous les documents lui étant associés ont été retirés sans explication. Pour les historiens, le masque n'était qu'un symbole de l'anonymat infligé à l'homme en question. Mais pour les passionnés du mystère, le masque représentait bien plus que ça. Une relique qui dissimulait une vérité profondément dérangeante. Et si cet objet n'avait pas disparu par accident, mais qu'on l'avait effacé pour cacher un secret royal bien plus sombre? Comme vous pouvez le constater, notre France regorge d'histoires paranormales et intrigantes, de légendes mystérieuses et de phénomènes inexpliqués. N'hésitez pas à me dire si ce concept de petites histoires relativement courtes vous plaît, ou si vous préférez que nous rentrions plus en détail dans les histoires et les légendes, afin que je puisse adapter mon contenu à vos désirs les plus fous. Et n'hésitez pas, si le souhaitez, à m'envoyer vos histoires paranormales à l'adresse email qui s'affiche dans la barre d'infos, afin que je puisse les raconter en vidéo et peut-être vous faire frissonner encore plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour votre soutien. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao. J'espère qu'on n'entendra pas trop la lessive. Mais bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que je m'y mette. J'espère que vous n'entendrez pas la mouche non plus, qui me casse les pieds là. Je vais mettre du gloss, parce que j'ai mal à la bouche et j'ai la flemme d'aller chercher mon baume à lèvres. En 1703, cet homme meurt en captivité, et son cœur est... En 1703, cet homme meurt en captivité. Forcément, elle est en essorage, ma machine. J'espère qu'on l'entendra pas trop. Puis, tout s'est figé, dans un silence angoissant, avant qu'il ne prenne la fuite.
avant qu'il ne prenne la fuite.